Donc, bonjour à tous. Nous ne sommes pas Clément Delpirou qui était l'intervenant prévu, mais Marie Montel qui travaille. Je te laisse. Bonjour. Donc je travaille chez Infopro Digital, en particulier pour toute la cellule Infopro Data et notamment sur le produit Acid Comeback. Voilà, et j'ai été en charge du projet Acid et globalement du marketing et du produit Comeback. Et Vincent Harvert. Donc là, l'idée aujourd'hui, c'est de faire le point sur le marketing prédictif. C'est une tendance dont on entend de plus en plus parler, surtout de l'autre côté de l'Atlantique. Donc là, on a structuré la présentation en 3 parties. Une première partie où justement on va se focaliser sur le marché US, où est-ce qu'il en est et comment il est structuré. Et après recroiser sur le marché français où vous le comprendrez rapidement, nous avons eu besoin de pouvoir creuser et faire un état des lieux, en particulier auprès des directions marketing de l'IT, pour voir où nous en sommes concrètement et où nous pouvons aller. Et la troisième partie sera plutôt dédiée à des exemples d'opérations qui peuvent être des composantes du marketing prédictif en B2B. Le marché US en images. Alors, donc le marché US, pourquoi? Parce que on sait que comme dans beaucoup de sujets thématiques, il y a toujours beaucoup de choses qui se passent aux États-Unis avant d'arriver en France. Donc, s'intéressant au sujet du marketing prédictif, on a voulu voir un peu où en étaient les États-Unis et ce qui pouvait nous arriver dans quelques mois. Donc, on voit en fait sur ces deux graphiques de deux institutions, on va dire, que vous connaissez très probablement, qui sont Forrester et Gartner, que les sujets de marketing prédictif et d'ABM, pour l'account-based marketing, sont positionnés vraiment en haut des courbes des tendances du marketing digital. Donc c'est vraiment, ils font partie des sujets d'actualité sur lesquels il est intéressant de se pencher. Par ailleurs, si on fait une petite recherche Google, donc toujours dans le périmètre US, on se rend compte que ce sont deux termes pour lesquels on a une réelle augmentation du nombre de recherches. Donc forcément, on peut en déduire que l'intérêt est croissant sur ces sujets-là. En revanche, si on creuse un petit peu plus, en termes géographiques, on se rend compte que ce ne sont pas ces résultats ne sont pas génériques pour l'ensemble des États-Unis. On est vraiment sur des localisations assez précises. Si on fait ensuite la même chose côté français. Donc là, c'est assez édifiant. En haut, vous avez l'account-based marketing. Donc avec des pics sporadiques liés à des actualités. Et sur le marketing prédictif, à date, ça ne remonte pas suffisamment d'occurrences. Donc c'est vrai qu'on a eu besoin de comprendre, donc on a été plus loin pour essayer de comprendre aujourd'hui sur le marché américain comment c'est structuré. Donc aujourd'hui, une bonne approche de marketing prédictif, pour la mettre en place, voici les recommandations de nos confrères américains. Vous avez une 50aine de briques à mettre en place pour pouvoir arriver à terme à mettre en place une solution magique autour du prédictif, du moins en B2C, et des tendances en B2B. Donc on ne va pas les détailler, mais par contre, quand on essaie de rationaliser et de pouvoir arriver sur comment on peut structurer ces acteurs, on retrouve d'ailleurs certains acteurs qu'on retrouvera par la suite dans le cadre de notre étude, sur les briques qui permettent de le composer. Et si on transpose par rapport au marché français, on le voit de manière naturelle par rapport aux acteurs. Si on parle de Marketo Eloqua, de solutions de marketing automation ou Salesforce qui va au-delà du CRM classique, oui, c'est des acteurs qu'on a identifiés avec lesquels on travaille. Après, on a également d'autres acteurs plus sur la partie contenu qui nous accompagnent. Donc une fois qu'on fait ces constats-là et qu'on se dit sur le marché français, il y a de l'intérêt, on va le voir, mais aujourd'hui, comment il est perçu, compris et mis en place.
Donc on a mené par l'intermédiaire de B2B Intelligence une étude quantitative en ligne auprès d'un échantillon significatif de direction marketing IT, donc un peu plus de 206 répondants, avec un panel représentatif au niveau des tailles d'entreprise. Donc là, dans l'exercice, on n'a pas été, dans les quelques slides qu'on va vous présenter sur le détail par typologie d'entreprise, ou au-delà, on a également mené le terrain pour comparer par rapport à... Oui. Direction marketing IT. On a intégré de la direction commerciale, le directeur marketing, le responsable marketing, et on a également descendu sur des chefs de produits. Dans le secteur de l'informatique. En fait, l'IT n'est pas lié à la fonction elle-même, mais au secteur d'activité de l'entreprise des directeurs marketing concernés. Ça répond à votre question? Donc là, concrètement, par rapport c'est les prestataires informatiques, fournisseurs de logiciels, télécoms, logiciels, la distribution et les revendeurs. Pour être un peu plus précis. Après, parce que c'est vrai que l'exercice complémentaire qu'on n'a pas fait aujourd'hui, où là on a monté à un peu plus de 400 répondants, c'est de regarder dans des secteurs d'activité stricte, donc dans l'industrie, dans la construction. On a sorti le public, mais sur ces autres secteurs, ce qui fait que quand on compare la compréhension et les croyances autour du marketing prédictif, il y a d'autres blocs qui sont mis en place et d'autres attentes. Mais si on regarde, on se disait qu'aujourd'hui, dans le cadre de documentation où le sujet est, on va rester sur l'IT, les professionnels de l'informatique, qui en général sont en avance de phase, parce qu'une bonne partie du marché est composée aussi d'acteurs américains, on se disait qu'on devrait avoir des tendances beaucoup plus fortes. Et derrière, c'est vrai que quand on regarde, qu'on pose de manière générique, quels sont les leviers prioritaires dans le cadre d'actions de prospection dans lequel on peut activer du marketing prédictif, on se rend compte que le premier levier qui remonte de manière naturelle, c'est le cas de le dire, c'est le SEO, c'est le référencement naturel de son site, c'est l'outil, on va dire, gratuit, tout du moins que l'on peut travailler grâce à l'humain et par l'intermédiaire de prestataires qui permettent de positionner son entreprise. Si on est sur des actions permettant d'aller à la rencontre, et donc plus en push pour aller à la rencontre de sa cible, à notre grande surprise, le marketing prédictif arrive en deuxième position par rapport à des leviers marketing qui sont devenus des leviers marketing traditionnels pour aller chercher. Donc, quand on se dit le marketing prédictif, c'est une chose, mais la vraie question, c'est qu'est-ce qu'il y a derrière le marketing prédictif et quel est l'intérêt des directions marketing sur le sujet. Donc, quand on les interroge sur est-ce que vous menez une veille, est-ce que vous informez sur le marketing prédictif, la réponse est non. Et non, quelle que soit la taille d'entreprise. Oui, c'est plus fort sur les entreprises de moins de 250 salariés, mais ça, c'est naturel quand on parle d'investissement technologique plus important. Mais quand on se dit que près de la moitié des répondants n'ont pas prévu de faire de la veille sur le sujet, tandis que plus de la majorité considère que c'est le deuxième levier et qu'il y a une vraie projection, en tout cas, nous, ça nous surprend et on se dit qu'on a un vrai travail de fond pour pouvoir rationaliser et expliquer. Et si demain, nous, dans nos actions, on doit lancer des offres marketing prédictif, il va falloir être clair sur ce que l'on met et les objectifs auxquels ça va pouvoir répondre. Donc justement, quand on demande ce qu'est le marketing prédictif auprès de ces directions marketing, j'attire sur la deuxième position, c'est l'avenir du marketing IT. Ok, mais slide précédente, la moitié ne veulent pas avoir d'informations dessus. Un levier complémentaire aux actions de détection de projet, oui, de manière naturelle, ça permet plus de l'optimiser, potentiellement en recroisant des informations. Par rapport à comment nous avions structuré là, les différents items, on s'attendait à ce que un effet de mode et un mot inconnu surnagent.
clairement, on n'est pas sur un effet de mode, mais on n'est pas non plus sur un débordement d'intérêt de la part du marché. Pour aller plus loin, on a demandé de manière spontanée, pour les 40 et quelques % qui déclaraient faire du marketing prédictif, quels outils ils utilisent. Si on se rapproche du marché américain, aujourd'hui, dans les acteurs qui sont ici, une des composantes, vous avez la première brique avec Marketo et Loqua. Après, globalement, les autres acteurs, nous inclus, nous ne sommes pas des acteurs du marketing prédictif. Ou tout du moins, personne, à ma connaissance, reprend la majorité des 50 briques technologiques qu'on voyait. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est on n'a pas aujourd'hui réussi à créer des algorithmes suffisamment fiables pour pouvoir se dire qu'une entreprise qui a tel et tel critère va avoir exactement les mêmes besoins par rapport à une entreprise qui est identique. On a besoin de plus d'informations dessus, on a besoin de plus d'éléments pour savoir. Donc derrière, on utilise ces outils, c'est une chose, mais quels sont les bénéfices attendus ? De manière naturelle, on en revient au point précédent qui était générer des leads mieux qualifiés. On retrouve la notion qui est aujourd'hui sur le marché français rattachée au prédictif, c'est-à-dire la notion de signaux. Mais là, on parle plutôt de signaux faibles. Qu'est-ce qu'un signal ? Est-ce que c'est une entreprise qui a changé d'équipement ? Est-ce que c'est une entreprise dont un salarié a réagi sur une publication sur les réseaux sociaux? Est-ce que ça, chacun a sa définition, mais en tout cas, à notre connaissance, c'est vrai qu'on a essayé de travailler avec pas mal de nos confrères. En tout cas, aujourd'hui, on n'a pas trouvé de réponse fiable et viable. Par contre, là, il y a d'autres items qui commencent à remonter, c'est-à-dire créer des profils d'acheteurs pertinents. Donc là, c'est structurer la data pour pouvoir potentiellement identifier des personnes que je vais pouvoir croiser par rapport à des évolutions du marché ou à des informations auxquelles je vais pouvoir accéder au sein des entreprises. Une fois qu'on s'est dit tout ça, c'est bien, mais pour que des projets impactants puissent se mettre en place, il faut un responsable. Qui est le responsable ? Là, vous allez me dire, on a interrogé des directions marketing, étonnamment, le sujet les intéresse et il remonte fortement. Après, un directeur marketing, et c'est ce qu'on voit dans pas mal de cas, travaille avec les autres directions métiers et la direction générale pour pouvoir structurer les projets. Bon, c'est un sujet. On voyait tout à l'heure la question des données, le type de données qui permettait d'avoir des signaux. Voilà le type de données, le classement. On était sur une dizaine d'items et les 3 données qui sont ressorties fortement, c'est les données comportementales. C'est une personne qui a montré un centre d'intérêt, qui est venue sur votre site, qui a téléchargé une plaquette, qui a téléchargé un contenu. C'est un signe d'intérêt. La personne qui va lire un contenu sur un sujet XY et qui accepte de vous dire qui il est, oui, ça peut être considéré comme un signal. Le deuxième bloc, ça c'est chez vous, c'est au sein de votre CRM, c'est la connaissance client, la connaissance prospect. Se dire, aujourd'hui, mon client, la date de la fin de son contrat, c'est dans 1 an. Qu'est-ce que je mène comme action en amont pour pouvoir le fidéliser ou le développer dans le cadre de nouveaux services? J'ai d'autres informations que je collecte par rapport à les autres collaborateurs au sein d'une entreprise. Ça a de la valeur et ça se travaille. Et le troisième item qui est quels sont les équipements informatiques au sein de ces entreprises? Un équipement, est-ce que c'est intéressant pour moi qui vend des systèmes, une solution cloud, de savoir qu'une entreprise a migré sur Windows 10 et équipé, est passé sur Office 365 dernièrement et a mis en place Marketo. Typiquement, si on fait le triptyque, j'ai des informations sur le comportement de ma cible, j'ai des informations dessus, j'enrichis ma connaissance client-prospect et
en plus, j'arrive à recroiser et à créer des scénarios, ou en tout cas des personas, pour reprendre l'expression de tout à l'heure, sur des profils d'équipement IT, dont la prochaine étape est la migration vers un nouveau type de solution, c'est peut-être un angle qui, pour nous semble viable dans le prédictif. Avant de rationaliser, on parlait tout à l'heure d'adoption. Adoption limitée, 42%. En France, au niveau des États-Unis, oui, 87%. Les entreprises sont en place. Donc avant de rentrer dans la partie plus illustration d'opération, on a essayé de rationaliser sur le marché français, d'avoir une vision synthétique de quels sont ces différents piliers du marketing prédictif. Alors, on a identifié 5 piliers qui sont en fait 5 types d'informations, 5 modes de collecte d'informations. Le premier qui est peut-être le plus basique, le plus simple à obtenir aujourd'hui, qu'on a appelé le firmographics, qui va concerner toutes les informations sociétés. Alors aujourd'hui, avec l'ouverture de la base Sirène depuis janvier 2016, c'est une information que tout le monde peut se procurer relativement facilement. Mais ça reste quand même la base de tout outil de prospection, de toute démarche de qualification client. Ensuite, on a la partie technographics, où là, on va vraiment aller sur des indicateurs un peu plus avancés. On parlait tout à l'heure d'indicateurs de type équipement IT. Voilà, ça va être toutes les composantes autour de la fiche d'identité de l'entreprise qui vont nous permettre de dresser un profil technique ou technologique de celle-ci. Ensuite, on va rentrer dans des choses qui sont un peu moins matérielles ou parfois plus sujettes à interprétation, mais qui ont aussi tout leur intérêt et tout leur sens quand l'interprétation est faite correctement. On arrive sur un sujet d'intention. Donc là, on va pouvoir se baser sur des informations de sources LinkedIn ou réseaux sociaux de manière générale, des sources de type DMP. Donc, je ne sais pas si tout le monde connaît, mais la DMP, c'est le Data Management Platform. Donc là, on est sur des notions de connaissance client à partir de récupération d'informations de navigation et de comportement client sur un site internet ou sur un réseau de sites internet. Ou ce qu'on appelle aussi le honeypot, où là, on va forcer le sort, en quelque sorte. Tout simplement, si vous prenons un exemple concret, si vous souhaitez connaître les intentions d'achat des entreprises sur une thématique, on va dire, outils de GED, pour rester dans le thème du salon, si vous écrivez un article sur les 5 critères indispensables pour bien choisir son nouvel outil de GED, on peut très très fortement penser que les gens qui viennent consulter cet article ont une intention d'achat à court ou moyen terme. Donc c'est le croisement de toutes ces informations-là qui vont nous permettre d'avoir une notion d'intention et j'allais dire, de notion de prospect chaud, prospect froid. Voilà, c'est la valeur du prospect et l'intérêt qu'il faut lui accorder. Ensuite, en quatrième, on a la satisfaction ou la maturité. Là, on va être sur des dispositifs un peu différents, notamment un dispositif de one-click mail, où par un simple envoi d'email à une catégorie de population ciblée, vous allez pouvoir obtenir en un clic de l'utilisateur à la fois sa satisfaction et son équipement. Tout simplement en lui posant la question « Quelle est votre satisfaction concernant votre outil de GED actuel ?» en lui proposant la liste des outils existants sur le marché et en lui proposant de noter. C'est-à-dire qu'en quelques secondes à peine pris à l'utilisateur, vous allez pouvoir qualifier son équipement, sa satisfaction et déterminer s'il peut être un prospect intéressant ou non. Enfin, le dernier, les données commerciales. Je ne vais pas revenir dessus, Vincent en a déjà parlé.
Ça, ce sont les données que dont chacun peut disposer à travers son CRM, à travers sa connaissance client. Et c'est aussi une information à ne pas négliger parce qu'on a souvent tendance à vouloir aller chercher de la donnée complémentaire ailleurs, à acheter des bases, à vouloir compléter ce qu'on a déjà. On se rend compte aussi qu'il y a pas mal d'entreprises aujourd'hui qui oublient d'exploiter leurs propres data et les informations dont ils disposent déjà en interne, qui ont souvent énormément de valeur. Et qui en ont encore plus quand on les croise avec les données externes, pour le coup. Voilà, donc à partir de ces 5 piliers, je ne vais pas détailler l'ensemble du schéma. Il parle de lui-même, mais on peut mettre en place un certain nombre de dispositifs. On voit que les notions de moteur de prédiction ne se prêtent pas à tous les types d'informations. Et en sortie, vous allez pouvoir cibler votre publicité grâce à une analyse d'IP, grâce à la DMP. Vous allez pouvoir lancer des campagnes d'emailing très très ciblées, organiser vos événements, développer des process de marketing automation, ce genre de choses. Oui, oui. Parce que vous avez des questions dessus. Là, on va faire très court. C'est aussi, on ne s'est pas vraiment présenté, mais pour nous positionner aujourd'hui au niveau d'InfoPro Digital, là, c'est pour vous donner une vision parcellaire. On a une 50aine de marques médias et on fait un peu plus de 11 millions de visiteurs uniques en B2B. Donc en B2C, c'est tout petit, mais en B2B, c'est assez représentatif. Donc certaines des marques que vous pouvez voir là vous parlent sûrement. Voilà, et pour finir de nous présenter, donc on a une 50aine de marques médias, une 60aine de newsletters, on est organisateur d'à peu près 1000 formations conférences, 45 salons et congrès, et le tout nous permet d'avoir un volume d'adresses nominatives actives de professionnels d'un peu plus de 2 millions d'actifs. Voilà, on évoquait tout à l'heure, Marie l'évoquait, la partie DMP. Donc, nous l'avons mis en place. Nous l'avons mis en place pour 2 usages. Une première partie qui reprend la possibilité de faire de la publicité ciblée, mais aussi un deuxième axe qui nous permet aujourd'hui, et là ce sera plus l'occasion d'en parler sur notre stand, mais d'enrichir de la donnée d'équipement IT des entreprises en complément des données déclaratives que l'on peut collecter par téléphone, avec de la donnée constatée fournie par nos 11 millions de visiteurs uniques et nos 100 000 ouvreurs hebdomadaires sur nos newsletters. Là, pour entrer plus sur des cas concrets qui permettent de revoir les différents piliers, quoi, pas le premier vu qu'on parlait du référentiel de la base INSEE, mais plutôt les 4 autres sur lesquels on peut jouer pour pouvoir structurer des approches dites prédictives en suivant la logique d'invention. Là, l'idée, c'est de se dire, oui, moi, mon intérêt, c'est de toucher uniquement des personnes qui sont intéressées par le thème de la cybersécurité. Ces personnes-là, on va les exposer publicitairement uniquement après le 3e article qu'ils vont avoir lu sur le sujet. Et de la même manière, qu'on les a rapprochés d'un email, pouvoir leur envoyer un email à J+1. On n'est pas en B2C. Si vous avez fait l'exercice, je veux acheter des lentilles en ligne. Vous n'avez pas le temps de sortir de faire votre recherche. Vous recevez dans votre boîte perso une offre de lentilles moins chères vous proposant d'acheter vos lentilles. En B2B, on considère qu'on ne doit pas avoir ce type d'approche et qu'on peut accompagner, mais plutôt dans le temps, parce que la réflexion se fait plutôt à moyen terme. Le fameux honeypot. Donc là, c'est plus, vous produisez un contenu impactant. Donc là, quelqu'un qui vient lire, bien choisir son logiciel CRM ou les 10 erreurs à ne pas commettre avant de changer de solution de dématérialisation de facture. La personne qui a une démarche volontaire pour aller lire ce type de contenu, oui, ça démontre un intérêt. Et donc cette personne-là, si vous pouvez l'identifier et que vous pouvez mener des actions ciblées auprès d'elle, ça vous permettra d'optimiser vos rendements, le volume de contacts qualifiés générés et donc
vos performances à la fin. Ça rejoint le point de l'étude qui est comment optimiser et mieux qualifier mes leads. Le one-click qu'évoquait Marie, donc là c'est une question précise, là c'est le cas d'un acteur de la logistique dont les commerciaux ne veulent et ne ciblent que des entreprises qui envoient plus de 10 colis par mois. Quoi de plus simple, et c'est vrai qu'on n'y avait pas pensé avant, que de poser la question directement dans l'email. Et là, le lead, entre guillemets, c'est pas un contact qualifié comme quelqu'un qui a téléchargé un contenu. Là, c'est quelqu'un qui vous donne une information précise sur son comportement. Et donc, c'est ce qu'on appelle, nous, du contact enrichi. Et ça, on peut le faire aussi avec différentes approches, mais aussi demander de manière naturelle à des professionnels comment ils se positionnent en termes de maturité sur des sujets. Donc là, vous avez l'exemple avec le cloud. Oui, une entreprise qui se détermine comme étant immature, si vos commerciaux les appellent pour proposer une solution cloud, vous savez de manière naturelle que le taux de transformation va être faible. Donc l'approche de fond, c'est se dire, poser une question par email me permet d'enrichir ma connaissance prospect et donc pouvoir aller plus loin derrière. Après, si on veut creuser et rentrer sur la partie équipement IT, oui, j'ai récupéré un contact, mais derrière, j'ai besoin d'avoir une information. Là, vous avez une vision. Si on reprend le fameux point de la DMP, dans le type d'information qu'on peut collecter, oui, on sait le type d'OS dont la personne est venue. Là, vous avez un exemple sur 3 semaines. Vous avez 967 personnes d'AXA. Vous voyez que le DSI de Total est probablement un peu plus ferme que celui d'AXA. Total étant à droite, c'est-à-dire full iPhone. Si je m'appelle Samsung et que je veux attaquer la Société Générale, oui, c'est une bonne information que de savoir que plus de la moitié de la flotte mobile est Apple et qu'il reste encore 17% sous BlackBerry. Donc là, on se dit, OK, c'est des données qu'on a collectées, mais quand on rappelle le DSI de la Société Générale, non seulement il nous confirme ces données, mais en plus, il nous dit, oui, aujourd'hui, les traders souhaitent rester sur BlackBerry parce que c'est les solutions les plus sécurisées. Donc quand on a ce type d'information, bien évidemment, ça permet d'axer le discours commercial et de pouvoir l'optimiser. De la même manière, si on croise différents types d'équipements, là on se dit on a une vision sur les 35 000 plus grosses entreprises, et qu'on le sait et qu'on recroise les différents équipements, bien évidemment, on ne va pas avoir le même discours. C'est une illustration du point de tout à l'heure. Si j'arrive à me dire que j'ai une entreprise qui a les équipements à gauche, sur le papier, c'est une entreprise qui a peut-être moins pris le virage numérique et avec lequel il va falloir être d'autant plus didactique pour pouvoir l'amener à avancer. Ok, donc c'était les différents éléments qu'on souhaitait vous partager. Je ne sais pas si vous avez des questions avant les trophées. On a un petit quart d'heure encore pour vos questions. Il faut croire que le sujet était limpide. Oui ? Pas encore. Pas encore, mais elle le sera d'ici quelques semaines, quelques mois. Le temps de la mettre en forme et d'avoir une présentation, on va dire, numérique et un peu plus lisible que les tableaux Excel qu'on a aujourd'hui. Mais les chiffres clés sont traités. Si vous avez besoin de quelques chiffres, n'hésitez pas à nous laisser votre carte et on vous l'enverra. Et après, oui, de manière plus globale, c'est surtout le rajout avec la cible autre secteur qu'on a fait en temps 2, qu'on n'a pas encore traité. S'il n'y a pas d'autres questions, en tout cas, on peut continuer au-delà ou sur notre stand si vous voulez découvrir notre nouvel outil ACID. Donc, il ne reste plus de plaquettes dehors, mais
Voilà, et pour les autres, une très bonne remise de trophée. Merci à tous.